Eh ben, enchanté Tristan. Yes, enchanté. Donc tu nous reçois dans ton studio, ta cabine Atmos, au studio Garage. Ouais, c'est pas ma cabine, on est 5 ingénieurs du son à la Fugitif, qui est la société qui gère les studios. Mais on l'a équipé en Atmos en décembre dernier, ouais. Ok. Et donc tu fais un peu de live et tu fais surtout, je t'interviewe aujourd'hui pour parler Atmos, puisque c'est un peu le rush en ce moment, c'est un peu la mode en tout cas. Mm-hmm. Donc tu vas pouvoir nous parler de ça. Déjà, est-ce que tu peux un peu présenter ta carrière rapidement, ce que tu fais? Ouais, on en discutait tout à l'heure. Moi j'ai fait l'ISTS, l'école de son à Paris, dans le 15e. Et suite à mon diplôme, j'ai fait du live très vite en fait. Je suis parti dans la sonorisation de concerts très rapidement, ce qui m'a amené à rencontrer beaucoup d'artistes avec lesquels j'ai collaboré en studio par la suite. Et je me suis mis à faire des retours principalement, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie plus dans le live. Et je suis des artistes, dont Grand Corps Malade, la raison pour laquelle on a installé l'Atmos ici, okay. En retour sur sa tournée des Zéniths cette année, quoi. Donc tu as eu une demande de faire du mix Atmos pour l'album? Ouais, c'était une demande, parce que j'ai mixé l'album Mesdames, le dernier album de Grand Corps Malade, il y a 1 an et demi. Et Universal, leur distributeur, m'a demandé de le remixer en Atmos. Ok. Et donc tu fais pas mal de mix déjà? Je fais pas mal de mix, ouais. Et est-ce que tu as eu d'autres demandes pour l'Atmos? Pour l'instant, j'ai pas eu de demande en Atmos, mais on attendait vraiment avant de communiquer sur l'Atmos ici. Il y a des collègues à moi, là, des 5 ingénieurs du son qui travaillent ici, qui ont déjà eu des demandes, ouais. Ok. Pour des pianos solos, il y a beaucoup de maisons de disques et de labels qui demandent aux ingénieurs de remix en Atmos. Et c'est plutôt quel type de label et quel type de musique? Je crois que c'est un peu dans tous les styles. Faudra vérifier, mais je pense qu'il y a beaucoup en tout cas de gros labels et de grosses maisons de disques qui remixent leur bas de catalogue. Ouais. Après, je sais pas exactement sur quel style, mais j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les styles, ouais. Ok. Et du coup, cette demande, elle est arrivée quand exactement de la part d'Universal à peu près? Est-ce que c'était avant que Apple annonce l'arrivée de l'Atmos? C'était après, je crois. Apple a annoncé quand l'Atmos, je sais plus exactement. Est-ce que tu sais? Je crois bien que c'était cet été. C'était cet été, donc non, moi la demande est arrivée après. Okay. Je sais, je suis allé à Londres voir les gens de Digico, la marque de console de live, et le patron de Digico m'a dit qu'il y avait énormément de ses connaissances, donc de mixeurs studio, qui ont reçu des demandes après cet été, quoi, à la rentrée, ouais, effectivement. Et du coup, on peut un peu aller dans la technique, un peu sur ce que c'est l'Atmos, parce que c'est un peu difficile à comprendre. C'est une technologie hybride, c'est ça? Ouais, ils appellent ça comme une technologie hybride, ouais, c'est vraiment Dolby qui a mis ça en place. Et après, il faudra interroger les gens de Dolby vraiment purement techniquement. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que l'intérêt de ce format, c'est que c'est un format qui s'adapte à l'écoute et qui n'est pas figé dans les enceintes comme un format 5.1, quoi. Mais la possibilité quand même d'avoir ce qu'ils appellent les bed channels, donc de figer dans les enceintes. Exactement. Jusqu'à 7.1.4. Ouais. Et ensuite, au-delà, on a des objets audio. Au-delà, on a des objets audio. En fait, on a ce qu'on appelle un bed, effectivement, qui correspond aux enceintes physiques de l'écoute. Après, je crois qu'on peut monter à plus que 7.1.4. C'est encore plus... Il me semble qu'on peut aller plus loin que ça. Ok. Et en tout cas, après, oui, on a 128 objets, mono ou stéréo, qu'on peut utiliser, automatiser et traiter, ouais. Ok. Et du coup, à la base, c'est dans le cinéma. Donc on l'a beaucoup eu dans les salles de cinéma, dans les bars de son, après pour les utilisateurs. Et c'est arrivé en musique, mais ça fait, je remarque que ça fait assez peu longtemps au final que... Ouais, c'est tout récent. C'est tout récent, et au début j'étais un peu sceptique avant de l'installer, de vraiment mettre les mains dedans, de commencer à travailler sur l'intérêt de ce format-là. Et même les réductions binaurales des mix ont un intérêt. Il y a quelque chose de très intéressant, une largeur... il y a un vrai intérêt. Le fait que ce soit effectivement décodé à l'écoute et qu'on puisse l'écouter du casque jusqu'à un gros système, il y a quelque chose de très intéressant. Ouais. Et puis pour le binaural, ça permet aussi à terme de faire des HRTF, des transformations de signal en fonction de la tête de l'utilisateur qui renforce un peu la qualité du rendu binaural. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que disais, je suis vraiment fan de Andrew Schups, le mixeur dont je te parlais au téléphone, qui s'est mis aussi à l'Atmos là depuis 6 mois, 1 an. Et il explique aussi que vu que c'est au décodage, pour le binaural, le plugin évolue et devient de mieux en mieux, en tout cas selon ses dires. Et
Et effectivement, les réductions binaurales sont pour moi hyper intéressantes. Ok. Et toi, c'est déjà quelque chose que tu faisais le binaural avant? Oui, on avait beaucoup travaillé avec la Blogothèque, comme je te parlais, en captation de concert. On a mis des systèmes de micro d'ambiance qu'on mixait en binaural pour les concerts. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc du coup, une vieille technologie, le son immersif, qui existe depuis longtemps, mais avec l'objet audio, là, c'est un peu appelé à devenir un standard. Enfin, en tout cas, c'est ce que veut Dolby. Oui, c'est ce que veut Dolby, clairement. Ouais. Et toi, du coup, alors est-ce que tu y crois? Est-ce que comme le disent Dolby, leur plan machiavélique, ce serait d'avoir que des réductions de Dolby Atmos, par exemple? On écoutera. Ça, comme tu l'as dit, c'est encore très récent. Seul l'avenir nous le dira. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui de commencer un mix en Atmos, même si c'est juste un mix qui va être finalisé en stéréo. Je pense qu'il y a encore trop de... on a assez peu de recul, pas assez de recul sur cette technologie. Okay. Et c'est comme je te disais aussi dans nos discussions précédentes, moi j'utilise énormément de traitements sur mon bus master quand je mixe, des compresseurs, des EQ en hardware, ça peut être très compliqué d'avoir autant de hardware pour mixer de l'Atmos. Il faudrait 16 voix d'EQ, 16 compresseurs, et ça c'est un peu difficile. Je pense qu'il y a un vrai intérêt dans le fait de mixer en stéréo, de sortir des stems de ce mix-là et ensuite de le mettre en Atmos. Okay. De faire l'inverse, il faudrait essayer, je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Bah, c'est pour ça aussi que je t'interviewe, c'est que comme c'est un format très jeune, il y a très peu justement d'interviews d'ingé son de mix sur le sujet. C'est dur de savoir qui fait quoi. Moi, quand j'ai appelé quelqu'un chez Atmos, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils font les ingé sons, est-ce qu'ils utilisent les bed channels ou pas, est-ce qu'ils font que des objets, etc. Donc c'est vraiment des choses, il n'y a pas de standard au final, il y a très peu de façons de faire, et on risque de se retrouver un peu comme au début de la stéréo avec une batterie à gauche, une voix à droite, mais je suppose qu'on ne va pas avoir les mêmes... que les ingé sons vont être un peu plus en fait, tu vois, on a eu cette discussion-là, justement, quand on l'a mis ici, vu qu'on est 5 ingénieurs du son, on a beaucoup discuté, je les ai fait venir pendant mes mix. On a parlé justement de la batterie à gauche et de la basse à droite. En fait, finalement, il y a certains mix qui ont été faits comme ça qui sont extraordinaires. Et pourquoi pas, en fait? Il n'y a pas forcément de règles. Et après, il y a quelque chose aussi quand on fait valider les mix, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans mon cas, on fait forcément valider la version binaurale. Ouais. Et les gens s'attendent à quelque chose qui bouge, quelque chose de très large, d'immersif, même au casque. Donc il faut quand même faire voyager des éléments. Les exemples que j'ai eus, les gens de Dolby m'ont fait écouter un mix d'Elton John, de Norah Jones ou de Billie Eilish. Billie Eilish, effectivement, là on peut s'amuser à l'éclater, à faire bouger les éléments beaucoup. Le Norah Jones, ça reste quelque chose de très figé, mais par contre de très immersif, où on est vraiment dans la pièce avec eux. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de règles et chaque ingénieur du son fait un peu comme il l'entend. Quand on installe le système en fait, et qu'on commence à mixer, on comprend ce qu'il faut faire et les limites aussi qu'on doit se donner. Ok. Est-ce que tu t'es donné un peu des standards? J'entends des gens qui mettent les guitares sur les side channels avant, la basse au centre, c'est un petit peu évident. C'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis donné des limites. Après, l'album que j'ai mixé s'y prêtait aussi beaucoup parce que c'était beaucoup de sons synthétiques, des synthétiseurs, des arpégiateurs qu'on pouvait faire voyager. J'ai en tout cas respecté des codes où la voix, je la plaçais toujours au même endroit. En tout cas, les voix principales. C'est un album de duo, donc je mettais toujours les voix au même moment. Je faisais des phases dans les mix où il y a certains moments où je crée une atmosphère différente. Mais dans les règles, c'est un peu... c'est un peu comme un mix stéréo, mais éclaté dans la pièce. Et c'est vraiment un effet ultra intéressant. Juste pour en finir avec ce que tu disais sur Dolby, en plus, on m'a dit que de plus en plus, on allait mettre ça dans les voitures. Les gens écoutent beaucoup de musique en voiture, donc il y a un vrai... Le côté immersif fonctionne. Avec en plus une disposition de haut-parleurs dans la voiture qui est possible. C'est ça, tout à fait, puis qui est déjà calibré apparemment par les constructeurs. Enfin, à voir ce que ça va rendre, mais... Ouais. Ok. Et qu'est-ce que je voulais demander d'autre? Oui, alors tu as dit que c'était assez simple au final. Enfin, tu te basais un peu sur le mix stéréo. Mais par contre, là, pour installer un système Atmos, c'est beaucoup plus compliqué. Et quelles règles tu dois suivre?
et à qui tu dois t'adresser. Ouais, c'est assez compliqué. Nous, on a contacté les gens de Dolby directement. Donc, Adrien, de chez Dolby, j'ai oublié son nom. Adrien Franqui. Andrea Franqui, voilà, exactement, j'ai oublié son nom de famille, pardon. Pour déjà lui expliquer ce qu'on voulait mettre en œuvre, la marque des enceintes, la taille de notre cabine. On a mesuré notre cabine, ils ont fait une première étude comme ça. On a fait ensuite venir notre revendeur Evodio, Alain Erkman de Lyon, qui est venu avec Bertrand Allôme. Et eux ont fait les mesures vraiment précises, ont pris exactement les références des enceintes qu'on voulait mettre en œuvre. Okay. Et parce qu'il y a une recommandation, je crois même que c'est même plus qu'une recommandation, une spécification à suivre chez Dolby, c'est qu'il faut que toutes les enceintes au point d'écoute puissent sortir 85 dB de bruit rose. Oui, d'accord. Okay. Et donc il faut même pour les... Au début on avait calibré, on avait mis les 4 enceintes au plafond, c'était des 203 je crois, ou 204 de Evodio, je sais plus. En tout cas c'était trop petit, donc ils nous ont dit de prendre cette référence-là, les 205. Sinon on aurait été sous-dimensionné. Et ensuite les gens de Dolby sont venus calibrer la cabine en fait. Vraiment valider les positions, les angles. Et ensuite ils ont mis 7 micros de mesure, je crois, partout dans la pièce. Et on calibré chaque enceinte. Et le Dolby aussi fait du bass management, où en gros chaque enceinte dans Dolby Renderer est coupée, et quand l'enceinte n'arrive pas à aller vraiment en bas du spectre, c'est le sub qui prend le relais. Donc ils ont calibré tout ça et on a été référencé suite à ça. Ouais. Parce que je crois, d'après ce que me disait Adrien, n'importe qui peut mettre de l'Atmos chez lui, mais il faut vraiment respecter ces recommandations pour être référencé sur leur site et pouvoir être validé en quelque sorte. Okay. Et quand on commence à mixer, vraiment on comprend l'intérêt d'être calibré et d'être dans ces conditions idéales d'écoute pour que l'algorithme après retranscrive exactement ce qu'on a voulu dire au mix. Ouais. Ok. Et du coup c'est un sacré investissement, je suppose. Est-ce que Oui, et c'est assez compliqué parce que, comme tu disais, c'est un format neuf et donc il y a aussi plein de systèmes différents. Nous, on a choisi de partir avec une Avid MTRX Studio qui a le processing et le monitoring intégré dedans parce qu'on a un système ici. Ah, t'as un renderer Atmos intégré? Non, c'est pas un renderer Atmos, mais il y a le processing sur chaque sortie. Ok, d'accord. Et l'écoute, où juste avec un bouton de volume, on peut contrôler tout l'Atmos. Le casque, la réduction binaurale, c'est vraiment bien fait. Et on a un système ici Pro Tools, on a un HDX2, donc c'était très facile de le mettre en œuvre. Et ça nous a coûté, je crois, entre 10 et 15 000 euros d'investissement pour ce qui est. Ça peut être une pince stéréo. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas non plus hyper cher. Je sais que d'autres gens, je crois que quelqu'un que tu vas interviewer, Bruce là, qui travaille chez... Du coup, non, je ne vais pas interviewer, mais je vois que lui, il a du monitoring un peu plus... Oui, il a du ATC, il a un Atmos en ATC, là, du coup, c'est un sacré investissement, clairement. Ouais, parce que du coup, on a un peu envie de rester sur une marque qu'on connaît, donc si on est déjà peu habitué. Et puis, comme je vois beaucoup d'ingés qui faisaient du 5.1, qui veulent upgrader leur 5.1, ils sont un petit peu obligés de repartir sur le... Ouais, c'est ça. Il faut la même marque, je pense, et il faut au maximum les mêmes enceintes, ouais. Ce serait dommage, sinon. Oui, tout à fait. Mais du coup, alors est-ce que tu peux revenir un peu sur le routing logiciel? Tu es dans ton Pro Tools. En fait, je crois que ça va évoluer. J'espère que Pro Tools va intégrer le Dolby Renderer directement dans le Pro Tools. Mais là, en tout cas, pour le moment, quand on utilise l'Atmos, on ne passe plus par le système HD. Par notre système HD, on sort du Pro Tools, le moteur de lecture, là, le Playback Engine, on sort dans le Dolby Renderer, et du Dolby Renderer, on re-rentre on sort par la MTRX, passant par le DAD Manager, qui est le logiciel qui contrôle la MTRX. Et voilà, c'est ça, en fait, tout le cerveau du mix, c'est comme si c'était une machine externe, le Dolby Renderer. Et on sort en audio comme ça, et on a dans les périphériques de Pro Tools, les peripherals, on a quelque chose qui prend le contrôle de certains... C'est pas qui prend le contrôle, je ne saurais pas comment l'expliquer, en tout cas qui lie Pro Tools au Dolby Renderer. Ensuite, dans les sessions de mix, on met une piste de LTC pour que le Dolby Renderer suive, soit synchronisé avec le Pro Tools. Ouais. Ok. Et comment tu fais des comparaisons? T'écoutes sur quel système de streaming? Enfin, est-ce que tu fais des comparaisons avec des Atmos qui existent? Les gens de Dolby nous ont laissé des mix. Pour l'instant, il est super difficile. On écoute juste la réduction binaurale. J'ai pas
pour l'instant écouté vraiment d'autres mix dans le système, à part ce que nous avait fait écouter Dolby. Ok. Et comment tu écoutes du coup toi tes réductions binaurales, tu branches direct un casque sur la carte son? Ouais, exactement. Il y a la possibilité dans le DAD Manager, avec le Dolby Render, de spécifier 2 sorties de ton système pour écouter la réduction binaurale. Et est-ce que tu t'es créé une HRTF perso ou pas, ou tu non, restes sur un binaural général? Binaural général, ouais. Okay. Et c'est même plus que recommandé. Dolby et Universal là, demandent à chaque fois au cours du mix de contrôler sans arrêt la réduction binaurale. Okay. Effectivement, c'est important. Il y a plein de choses, surtout sur les voix, d'effets de phasing qui peuvent être induits, et il faut le contrôler sans arrêt. Ouais. Et c'est assez marrant, dans les mix que je faisais, justement, il y a un moment où le binaural devient vraiment bien, et ça correspond vraiment aussi, quand on bascule dans l'Atmos, à quelque chose d'assez équilibré. Enfin, c'est alors, parle-nous de ça, du coup, le mix Atmos, les problèmes que tu rencontres. Tu as dit du phasing sur la voix? Ce que j'ai rencontré, en tout cas dans la réduction binaurale, ça pouvait être ça. Ça arrivait rarement, mais c'était un effet un petit peu room salle de bain sur certaines voix. Il fallait équaliser un tout petit peu plus, en tout cas dans ce que j'ai rencontré, que dans la stéréo. En tout cas, voilà, il y avait quelques points d'EQ qui ressortaient un peu plus dans la réduction binaurale. Après, j'ai pas rencontré vraiment de grosses difficultés. Honnêtement, de mixer sur autant d'enceintes, c'est beaucoup plus facile que de mixer juste sur une paire d'enceintes stéréo. Quelque chose où il y a beaucoup moins d'éléments qui se confrontent. Ouais, c'est très... Est-ce que tu te vois à l'avenir commencer ton mix en Atmos, ou tu te vois quand même continuer sur du stéréo? C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Honnêtement, pour certains projets, je pense que j'aimerais le tester en tout cas. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai intérêt. Et même dès l'écriture, d'être intégré dans un projet, ou dès l'écriture musicale, on ait cette idée-là, ça peut être très très intéressant. Ouais. Ok. Et est-ce que t'aimerais voir quoi dans le futur, un peu comme projet en Atmos? Toi, t'aimerais travailler sur quoi? T'aimerais faire un peu des remixes, ou t'aimerais faire un peu des projets comme ça natifs? Ouais, un peu les deux. Honnêtement, les remixes, c'est hyper intéressant. Déjà, pour voir le travail précédent du mixeur en stéréo, juste ça, et amener une autre vision. Pas forcément une autre vision pour changer complètement ce qui a été fait avant, surtout pas. Il faut juste prolonger ça, le rendre vraiment immersif. Il y a quelque chose dans le Elton John là, que Dolby a fait écouter, c'était Rocketman le titre, où le mix était construit exactement comme la structure du morceau. C'était génial, où les chœurs arrivaient par derrière vraiment. Il y a un effet de guitare, ou je sais pas, je crois que c'est un synthé peut-être qui fait l'effet de la roquette, ou qui passe vraiment au-dessus. Enfin, ça s'y prête énormément. Okay. Et il y a un côté très créatif qui ajoute au mix stéréo, qui ne change pas le mix, mais qui l'enrichit en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est super intéressant. Et effectivement, peut-être sur des projets futurs, là, dans un futur proche, j'ai quelques projets qui arrivent qui peuvent, en tout cas, être écrits. Quelques titres peuvent déjà être écrits comme ça, avec des idées d'effets, de mouvement, quoi. Ok. Donc ça, Elton John, c'est un mix qui t'a plutôt plu? Ouais, ça m'a plutôt plu. C'était peut-être un petit peu trop démo dans l'idée, où c'était un peu trop... vraiment, l'effet waouh, quoi. Okay. C'est ça. Ouais. Et il faut faire attention à ça, comme dans toutes les nouvelles technologies. Effectivement, il faut choisir ses moments où faire ces effets-là, et il faut trouver le juste milieu entre ce dont je te parlais tout à l'heure, où il faut quand même que les personnes qui écoutent se rendent compte que ce soit une vraie différence en Atmos avec le mix stéréo, et en même temps pas faire voyager des choses dans tous les sens, parce que dans 6 mois le mix sera désuet et plus personne ne voudra l'écouter. Il y a quelque chose de rendre le morceau immersif et d'être plongé au cœur du titre. Ça, c'est génial, c'est hyper intéressant, quoi. Sans forcément faire bouger à la folie les instruments. Ouais. Et je change un petit peu de sujet, je reviens un peu sur comment ça se fait dans l'industrie, le Atmos. Est-ce qu'on a un ingé mastering après le mixeur Atmos? Ouais, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Okay. Pour l'instant, il n'y a pas d'ingé mastering en Atmos, en tout cas pas à ma connaissance. Ça va peut-être arriver. Moi, je suis reparti des stems qui n'étaient pas masterisés, en tout cas, pour faire le mix. Tu partais de combien de stems d'ailleurs? C'était variable selon le titre, mais j'en ai beaucoup. En plus, vu que j'étais le mixeur de l'album initial en stéréo,
J'ai choisi vraiment de faire les stems comme je les entendais, parce que je savais ce que j'allais faire bouger ou pas, ce que j'allais spatialiser. Mais j'ai entre 15 et 25 stems stéréo. D'accord. Ça dépend des Donc pour l'instant, pas de personne qui revient après le mixeur pour non, checker pour tout ça. l'instant pas. La technologie est pas comme ça, mais ça peut-être que ça existe déjà. Hein, En tout cas moi pour l'instant, on a des normes à respecter. On doit sortir les mix en binaural. C'est marqué dans le Dolby Render à -18 dBFS. Mais pour l'instant, je sais pas ce qu'il en est du mastering en Atmos. En tout cas, ça va venir, je pense que ce serait nécessaire, c'est important. Et c'est peut-être déjà le cas, Ok. 2 sujets encore qui m'intéressent. Donc l'Atmos, concrètement, est-ce que c'est juste placer des objets audio dans une fausse pièce, dans un espace, dans des canaux virtuels? Ou est-ce que tu as aussi des plugins qui vont faire des choses intéressantes, par exemple, une reverb qui va se spreader sur plein de canaux? Ouais, nous on utilise justement, c'était Bertrand Alloum qui nous en a parlé, on utilise les plugins de Flux. J'utilise une reverb, il y a un limiteur aussi. Leur reverb est extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont développé avec l'Earcam, je crois. Même peut-être Flux et l'Earcam, je sais pas. C'est possible. Ouais. En tout cas, c'est une reverb qui est. On crée des bus dans Pro Tools qui sont en 7.0, qui se spread dans le Atmos. Et c'est vraiment impressionnant. Enfin, ça fonctionne vraiment bien, quoi. Quelque chose avec beaucoup de paramètres accessibles sur les plugins. Pour l'instant, j'ai utilisé que cela. Je suis sûr que ça se développe énormément. On peut aussi, dans les mix dans Pro Tools, utiliser des plugins en multimono aussi. On peut les placer différemment. Enfin voilà, on peut, en créant des bus multicanaux, utiliser les plugins en multimono. Ok. Je vais encore changer de sujet. Pas de souci. Désolé, mais après je vais oublier. Tu me racontais qu'en live, tu avais testé un rendereur binaural pour faire les retours. Ouais. C'est une marque allemande, je crois, Klang Technology, K-L-A-N-G, qui se font faire racheter par Digico, une société qui fabrique des consoles de live que j'apprécie particulièrement. Pour moi, c'est les meilleures consoles de live. Et ils ont fait ce système externe où on met en insert en fait sur nos pistes et sur nos retours d'effets, nos envois d'auxiliaires, un système qui est une matrice binaurale. Et c'est bluffant. Enfin, vraiment, sur la console, du coup, on a une tête et puis on peut placer les éléments tout autour de cette tête par canaux. Et le rendu est extraordinaire. On a vraiment cet effet du batteur qui vient derrière ou du bassiste sur le côté. Pardon ? Ça sert à quoi alors ? Ça sert à quoi ? Je pense qu'il y a, pour le coup, moi qui fais beaucoup de retours en in-ear, ça sort vraiment l'artiste ou le musicien du concert. On a vraiment cet effet de casque, où on est obligé de mettre des micros d'ambiance pour ressentir le public et tout ça, mais on perd cet effet immersif du concert. On est vraiment enfermé dans cette stéréo. Là, ça éclate, ça fait vraiment le côté immersif, on retrouve ça. Et en plus, on a à mixer beaucoup moins fort. Apparemment, les gens de Digico me disaient que les mixeurs travaillaient de -3 à -6 dB sur les sorties, ce qui est énorme. Bah ouais. Parce que c'est tellement bien placé, c'est exactement le même système que l'Atmos. En fait, on place vraiment les éléments, donc on les ressent différemment. Il y a quelque chose entre le volume et le placement qui est très changeant quand je mixais certains types de grands corps malades avec des chœurs sur les côtés. Selon le placement, évidemment, ils ressortaient beaucoup plus fort et on les identifiait beaucoup mieux. Et donc là, ce système, la Klang Technology, c'est extraordinaire, ça fonctionne vraiment bien. En plus, les in-ear sont, surtout sur les grosses tournées, sont devenus d'une telle précision. Il y a certains modèles où il y a 5 ou 6 moteurs différents qui séparent le spectre. Donc c'est d'une précision incroyable. Et pour le rendu binaural, ça fonctionne très 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 bien, quoi. C'est pas n'importe quel casque du grand public, quoi. Et du coup, je parlais de ça parce que dans une interview d'Audio Fanzine où il parle à un ingé mix et quelqu'un de chez Atmos, il parlait de ça, d'imaginer du Atmos pour les retours en live. Et donc on a peut-être une prochaine application du Atmos ici. Et il y a déjà aussi beaucoup de constructeurs comme Meilleur Sound avec le Space Map Go, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, qui est un système de diffusion multicanal.
et L Acoustic, je crois. Ouais, ils ont Liza. Ils ont Liza aussi, et ça va venir en fait, parce qu'il y a beaucoup de musique qui s'y prête maintenant. Et, notamment, en fait, quand je travaille dans des festivals, beaucoup de DJ, beaucoup de musique électronique se prêterait énormément à ça. Le fait d'avoir la même scène que pour un groupe normal avec une paire d'enceintes stéréo, c'est un peu dommage. Il y a vraiment des solutions à trouver. Et pourquoi pas ce type de mixage même en live, ouais, ça peut arriver clairement. Ça serait bien, en tout cas, ça serait intéressant. Ouais. Peut-être difficile à mettre en place et onéreux, mais... Après, on peut imaginer, moi j'avais entendu pour le Liza, c'était pas forcément en fait surround, quoi, ça allait pas derrière, c'était un peu devant partout, mais du coup ça donnait une largeur stéréo qu'il n'y avait pas en fait dans les systèmes son, où ça peut être un peu tout, c'est difficile d'avoir une image. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, juste spreader un petit peu et mettre à différents endroits, ça peut aider à ça. Ouais. Donc peut-être du Atmos en live. Il faudrait qu'on fasse une note de conseil à Dolby pour les aider. On va essayer de conquérir le marché du disque d'abord, et c'est ça. Et pourquoi pas, ouais. Du coup, on l'a vu un peu en live, le son immersif, puis ça, sans que ça prenne autant que là, ça m'a l'air en J'avais vu un concert de Kraftwerk en 3D, ouais. en image et en son à Montreux, et c'était ultra intéressant. Là, c'est en plus typiquement le type de musique qui s'y prête beaucoup. Mais c'était extraordinaire. C'est une nouvelle expérience, une nouvelle manière d'écouter, c'est intéressant. Ouais. Puis en live, la technologie est tellement avancée, en fait, ils sont tellement en train tout le temps d'intégrer les nouvelles technologies. Exactement. C'est vraiment un secteur qui s'y prête super bien. Ouais, je crois qu'il y a... Ça, c'était depuis la chute de l'industrie musicale, mais les concerts ont pris une place très importante. Les shows maintenant sont incroyables. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, il y a vraiment des ponts entre le studio et le live maintenant qui se font. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'Atmos ? Un peu toi, ton expérience personnelle, comment tu mixes ? Est-ce que déjà tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent s'y mettre ? Ouais, c'est ce que disait Andrew Sheps, il faut s'y mettre même au casque en binaural. Là, on peut, je crois, avoir le Dolby Renderer pendant 60 ou 90 jours, gratuit. Il faut s'amuser, il faut aller expérimenter des choses rien qu'en binaural. Ok. De tester, de comprendre le setup entre Pro Tools, le Dolby Renderer. Ça fait aussi vraiment travailler les automations dans Pro Tools, on va encore plus loin. Dans cet effet 3D, il faut s'y mettre, parce que je pense que quoi qu'il arrive, il faut savoir comment ça fonctionne, c'est hyper intéressant. Et c'est très excitant en fait, quand on a commencé à installer ça, il y a vraiment tous les ingés là qui sont passés. Ouais. Il y a un truc, ça donne envie de se remettre à travailler, de re-rentrer dans certains mix. On parlait de la blogothèque tout à l'heure avec les concerts qu'on a fait. Moi, je rêve, là, dès que j'ai un peu de temps, de remixer des concerts que j'ai fait en Atmos. Okay. Parce qu'il y a la possibilité de le faire avec des micros d'ambiance. Donc ouais, c'est très excitant en tout cas. Quelque chose de nouvelle technologie, mais... Ouais. Et sur justement la prise de son, tu sens un peu une évolution des pratiques, des micros justement compatibles comme ça, Atmos directement ? Compatible Atmos directement, je sais pas. En tout cas, mettre en place des setups de micros en Atmos, je crois que les gens... J'ai vu un peu passer ça là au studio de Meudon. Ils ont commencé à faire des prises avec des systèmes de multimicrophonie vraiment en vue d'un mix Atmos par la suite. Ouais, avec les équipes de la blogothèque, on a beaucoup travaillé avec Sennheiser en partenariat sur certaines captations, dont une captation de Headbanger, c'était l'anniversaire du label Headbanger, et on a mis en place le système en BO avec les MKH 800, et ils ont un micro aussi en BO, un micro 3D ce qu'ils appellent. Et ça typiquement ce sont des technologies, des microphones qui s'adaptent à mon avis hyper bien avec l'Atmos, quoi. Il y a quelque chose à faire. Très bien. Non, écoute, pour moi c'est cool. Ok, très bien. Bon, merci en tout cas de m'avoir reçu. Merci à toi, c'est super intéressant. Et bonne continuation. Yes, à très bientôt.